Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur D8, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. On est ensemble ce soir pour quelques heures de lecture. Je vous propose de se replonger dans l'univers sombre, triste, gris, froid d'Émile Zola avec Germinal, une œuvre qu'il a écrite à la fin du 19e siècle et qui décrit toute la dureté du milieu ouvrier du Nord-Pas-de-Calais, donc à l'époque, avec en protagoniste principal le jeune Étienne, qui est un ouvrier en fait qui s'est fait renvoyer pour avoir giflé son patron et qui va donc se mettre à la recherche d'un nouvel emploi. Et partir donc quitter la région parisienne pour le nord de la France. Là, il va se faire embaucher aux mines de Montsou et évidemment on connaîtra des conditions de travail assez effroyables, notamment ce qui a longtemps été, ce qui a été écrit, c'est que justement Émile Zola serait beaucoup documenté, se serait beaucoup documenté sur la vie dans les mines pour écrire Germinal et apparemment aurait passé quelques mois dans les corons du Pas-de-Calais. Tout ça pour dire que là, on en est au moment où Étienne arrive donc à Montsou-les-Mines. Il va se faire héberger par une famille sur place, la famille Maheu, et donc va cohabiter avec eux, également aussi tomber amoureux de Catherine Maheu, qui n'est autre que la fille de la famille, qui, elle, est la maîtresse d'un autre ouvrier, un dénommé Chaval, un personnage assez violent, brutal, qui la maltraite un petit peu. Donc elle va rester pour l'instant avec cet homme-là, mais évidemment ne demeurera pas insensible au charme d'Étienne. Voilà. Donc c'est un roman qui, on peut dire, aura marqué la littérature française par sa dureté et son réalisme, mais également le milieu cinématographique pour son adaptation au cinéma par Claude Berry en 1993 avec Miou Miou, Renaud et Gérard Depardieu dans les rôles respectifs de ces trois personnages. Par ailleurs, avant de commencer la lecture, je vous réinvite à nous contacter via les réseaux sociaux, à nous écrire plus précisément. Ça s'affiche juste en bas de l'écran. Vous tapez #VBN. Vous m'envoyez vos avis, vos commentaires, vos questions, vos impressions sur l'émission et je vous répondrai avec grand plaisir. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Écoutez donc cette lecture. Restez avec nous sur D8. On reprend tout de suite. Très belle nuit à toutes et à tous. Étienne se contenta de hocher la tête. Il se retrouvait devant le puits, au milieu de la vaste salle balayée de courants d'air. Certes, il se croyait brave et pourtant, une émotion désagréable le serrait à la gorge dans le tonnerre des berlines. Les coups sourds des signaux, le beuglement étouffé du porte-voix, en face du vol continu de ces câbles, déroulés et enroulés à toute vapeur par les bobines de la machine. Les cages montaient, descendaient avec leur glissement de bêtes de nuit. Engouffraient toujours des hommes que la gueule du trou semblait boire. C'était son tour maintenant. Il avait très froid. Il gardait un silence nerveux qui faisait ricaner Zacharie et Levaque, car tous deux désapprouvaient l'embauchage de cet inconnu. Levaque surtout blessé de n'avoir pas été consulté. Aussi, Catherine fut-elle heureuse d'entendre son père expliquer les choses au jeune homme. Regardez au-dessus de la cage, il y a un parachute, des crampons de fer qui s'enfoncent dans les guides en cas de rupture. Ça fonctionne, oui, mais pas toujours. Et le puits est divisé en 3 compartiments fermés par des planches du haut en bas, au milieu des cages, à gauche, le goyot des échelles. Mais il s'interrompit pour gronder sans se permettre de trop hausser la voix. Qu'est-ce que nous fichons là, nom de Dieu? Est-il permis de nous faire geler de la sorte? Le porion, riche homme, qui allait descendre lui aussi, sa lampe à feu, libre, fixée par un clou dans le cuir de sa barrette, l'entendit se plaindre. « Méfie-toi, gare aux oreilles, murmura-t-il paternellement, en vieux mineur resté bon pour les camarades. Il faut bien que les manœuvres se fassent. Tiens, nous y sommes. Embarque avec ton monde. » La cage, en effet, garnie de bandes de tôle et d'un grillage à petites mailles, les attendait, d'aplomb sur les verrous.
Maheu, Zacharie, Levaque, Catherine se glissèrent dans une berline du fond. Et comme il devait y tenir 5, Étienne y entra à son tour, mais les bonnes places étaient prises et il lui fallut se tasser près de la jeune fille, dont un coude lui labourait le ventre. Sa lampe l'embarrassait. On lui conseilla de l'accrocher à une boutonnière de sa veste. Il n'entendit pas, la garda maladroitement à la main, l'embarquement continuait dessus, dessous, un enfournement confus de bétail. On ne pouvait donc pas partir, mais que se passait-il? Il lui semblait s'impatienter depuis de longues minutes. Enfin, une secousse l'ébranla, et tout sombra. Les objets autour de lui s'envolèrent, tandis qu'il éprouvait un vertige anxieux de chute qui lui tirait les entrailles. Cela dura tant qu'il fut au jour, franchissant les 2 étages des recettes au milieu de la fuite tournoyante des charpentes. Puis, tombé dans le noir de la fosse, il resta étourdi, n'ayant plus la perception nette de ses sensations. « Nous voilà partis », dit paisiblement Maheu. Tous étaient à l'aise. Lui, par moments, se demandait s'il descendait ou s'il montait. Il y avait comme 2 immobilités quand la cage filait droit, sans toucher au guide. Et de brusques trépidations se produisaient. Ensuite, une sorte de dansement dans les madriers qui lui donnait la peur d'une catastrophe. Du reste, il ne pouvait distinguer les parois du puits, derrière le grillage où il se collait sa face. Les lampes éclairaient mal le tassement des corps à ses pieds. Seule la lampe à feu libre du porion, dans la berline voisine, brillait comme un phare. Celui-ci à 4 mètres de diamètre, continuait Maheu, pour l'instruire, le cuvelage aurait bon besoin d'être refait car l'eau filtre de tous côtés. Tenez, nous arrivons au niveau. Entendez-vous? Étienne se demandait justement quel était ce bruit d'averse. Quelques grosses gouttes avaient d'abord sonné sous le toit de la cage, comme au début d'une ondée, et maintenant la pluie augmentait, ruisselait, se changeait en un véritable déluge. Sans doute, la toiture était trouée, car un filet d'eau, coulant sur son épaule, le trempait jusqu'à la chair. Le froid devenait glacial. On enfonçait dans une humidité noire lorsqu'on traversa un rapide éblouissement, la vision d'une caverne où des hommes s'agitaient à la lueur d'un éclair. Déjà, on retombait au néant. Maheu disait « C'est le premier accrochage. Nous sommes à 300 mètres. Regardez donc la vitesse. » Levant sa lampe, il éclaira un madrier des guides, qui filait ainsi qu'un rail sous un train lancé à toute vapeur. Et au-delà, on ne voyait toujours rien. 3 autres accrochages passèrent dans un envolement de clarté. La pluie assourdissante battait les ténèbres. « Comme c'est profond », murmura Étienne. Cette chute devait durer depuis des heures. Il souffrait de la fausse position qu'il avait prise, n'osant bouger, torturé surtout par le coude de Catherine. Elle ne prononçait pas un mot. Il la sentait seulement contre lui, qui le réchauffait. Lorsque la cage enfin s'arrêta au fond, à 504 mètres, il s'étonna d'apprendre que la descente avait duré juste 1 minute. Mais le bruit des verrous qui se fixaient, la sensation sous lui de cette solidité, l'égaya brusquement, et ce fut en plaisantant qu'il tutoya Catherine. « Qu'as-tu sous la peau à être chaud comme ça ? J'ai ton coude dans le ventre, bien sûr. » Alors, elle éclata ainsi. Était-il bête de la prendre encore pour un garçon? Il avait donc les yeux bouchés. « C'est dans l'œil que tu l'as, mon coude, » répondit-elle au milieu d'une tempête de rire que le jeune homme, surpris, ne s'expliqua point. La cage se vidait. Les ouvriers traversèrent la salle de l'accrochage et une salle taillée dans le roc, voûtée en maçonnerie et que 3 grosses lampes à feu libre éclairaient. Sur les salles de fonte, les chargeurs roulaient violemment de berlines pleines. Une odeur de cave sointait des murs, une fraîcheur salpêtrée où passaient des souffles chauds venus de l'écurie voisine. 4 galeries s'ouvraient là, béantes. « Par ici, dit Maheu à Étienne. Mais vous n'y êtes pas. Nous avons à faire 2 bons kilomètres.
Les ouvriers se séparaient, se perdaient par groupes au fond de ces trous noirs. Une quinzaine venait de s'engager dans celui de gauche. Étienne marchait le dernier derrière Maheu que précédaient Catherine, Zacharie et Levaque. C'était une belle galerie de roulage, à travers blanc et d'un roc si solide qu'elle avait eu besoin seulement d'être muraillée en partie. Un par un, ils allaient toujours sans une parole avec les petites flammes des lampes. Le jeune homme butait à chaque pas, s'embarrassait les pieds dans les rails. Depuis un instant, un bruit sourd l'inquiétait. Le bruit lointain d'un orage dont la violence semblait croître et venir des entrailles de la terre. Était-ce le tonnerre d'un éboulement, écrasant sur leur tête la masse énorme qui les séparait du jour? Une clarté perça la nuit, il sentit trembler le roc, et lorsqu'il se fut rangé le long du mur comme les camarades, il vit passer contre sa face un gros cheval blanc attelé à un train de berline. Sur la première, tenant les guides, Bébert était assis, tandis que Jeanlin, les poings appuyés au bord de la dernière, courait pieds nus. On se remit en marche. Plus loin, un carrefour se présenta. 2 nouvelles galeries s'ouvraient et la bande s'y divisa encore. Les ouvriers se répartissaient peu à peu dans tous les chantiers des mines. Maintenant, la galerie de roulage était boisée. Des étais de chêne soutenaient le toit, faisaient à la roche ébouleuse une chemise de charpente derrière laquelle on apercevait les lames des schistes étincelant de mica et la masse grossière des grès, ternes et rugueux. Des trains de berline pleines ou vides passaient continuellement, se croisaient avec leur tonnerre, emportés dans l'ombre par des bêtes vagues au trot de fantômes. Sur la double voie d'un garage, un long serpent noir dormait, un train arrêté dont le cheval s'ébroua, si noyé de nuit que sa croupe confuse était comme un bloc tombé de la voûte. Des portes d'aérage battaient, se refermaient lentement. Et à mesure qu'on avançait, la galerie devenait plus étroite, plus basse, inégale de toit, forçant les échines à se plier sans cesse. Étienne, rudement, se heurta la tête. Sans la barrette de cuir, il avait le crâne fendu. Pourtant, il suivait avec attention derrière lui les moindres gestes de Maheu, dont la silhouette sombre se détachait sur la lueur des lampes. Pas un des ouvriers ne se cognait. Il devait connaître chaque bosse, nœud des bois ou renflement de la roche. Le jeune homme souffrait aussi du sol glissant qui se trempait de plus en plus. Par moments, il traversait de véritables mares que le gâchis boueux des pieds révélait seul. Mais ce qui l'étonnait surtout, c'étaient les brusques changements de température. En bas du puits, il faisait très frais. Et dans la galerie de roulage, par où passait tout l'air de la mine, soufflait un vent glacé dont la violence tournait à la tempête entre les murailles étroites. Ensuite, à mesure qu'on s'enfonçait dans les autres voies, qui recevaient seulement leur part disputée d'aérage, le vent tombait, la chaleur croissait, une chaleur suffocante d'une pesanteur de plomb. Maheu n'avait plus ouvert la bouche. Il prit à droite une nouvelle galerie en disant simplement à Étienne sans se tourner. La veine, Guillaume. C'était la veine où se trouvait leur taille. Dès les premières enjambées, Étienne se meurtrit de la tête et des coudes. Le toit en pente descendait si bas que sur des longueurs de 20 et 30 mètres, il devait marcher cassé en deux. L'eau arrivait aux chevilles, on fit ainsi 200 mètres, et tout d'un coup, il vit disparaître Levaque, Zacharie, Catherine, qui semblaient s'être envolés par une fissure mince, ouverte devant lui. « Il faut monter, reprit Maheu. Pendez votre lampe à une boutonnière, accrochez-vous au bois. » Lui-même disparut. Étienne dut le suivre. Cette cheminée laissée dans la veine était réservée aux mineurs et desservait toutes les voies secondaires. Elle avait l'épaisseur de la couche de charbon, à peine 60 cm,
Heureusement, le jeune homme était mince, car maladroit encore, il s'y hissait avec une dépense inutile de muscles, aplatissant les épaules et les hanches, avançant à la force des poignets cramponnés au bois. 15 mètres plus haut, on rencontra la première voie secondaire. Mais il fallut continuer. La taille de Maheu et consorts était à la 6e voie dans l'enfer, ainsi qu'il disait. Et de 15 mètres en 15 mètres, les voies se superposaient, la montée n'en finissait plus à travers cette fente qui raclait le dos et la poitrine. Étienne râlait comme si le poids des roches lui eût broyé les membres, les mains arrachées, les jambes meurtries, manquant d'air surtout, au point de sentir le sang lui crever la peau. Vaguement, dans une voie, il aperçut 2 bêtes accroupies, une petite, une grosse, qui poussaient des berlines. C'étaient Lydie et la Mouquette, déjà au travail. Il lui restait à grimper la hauteur des 2 tailles. La sueur l'aveuglait. Il désespérait de rattraper les autres, dont il entendait les membres agiles frôler le roc d'un long glissement. « Courage, ça y est », dit la voix de Catherine. Mais, comme il arrivait en effet, une autre voix cria du fond de la taille. « Eh bien donc, est-ce qu'on se fout du monde ? J'ai 2 kilomètres à faire de Montsou, et je suis là le premier ?» C'était Chaval, un grand maigre de 25 ans, osseux, les traits forts, qui se fâchait d'avoir attendu. Lorsqu'il aperçut Étienne, il demanda avec une surprise de mépris « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et Maheu, lui ayant conté l'histoire, il ajouta entre les dents « Alors, les garçons mangent le pain des filles ?» Les 2 hommes échangèrent un regard, allumés d'une de ces haines d'instinct qui flambent subitement. Étienne avait senti l'injure, sans comprendre encore. Un silence régna, tous se mettaient au travail. C'étaient enfin les veines peu à peu emplies, les tailles en activité, à chaque étage, au bout de chaque voie. Le puits dévorateur avait avalé sa ration quotidienne d'hommes, près de 700 ouvriers qui besognaient à cette heure dans cette fourmilière géante, trouant la terre de toutes parts, la criblant ainsi qu'un vieux bois piqué des vers. Et au milieu du silence lourd, de l'écrasement des couches profondes, on aurait pu, l'oreille collée à la roche, entendre le branle de ces insectes humains en marche. Depuis le vol du câble qui montait et descendait la cage d'extraction, jusqu'à la morsure des outils entamant la houille du fond des chantiers d'abattage. Étienne, en se tournant, se trouva de nouveau serré contre Catherine. Mais cette fois, il devina les rondeurs naissantes de la gorge, il comprit tout d'un coup cette tiédeur qui l'avait pénétré. « Tu es donc une fille » murmura-t-il, stupéfait. Elle répondit de son air gai, sans rougeur. « Mais oui, c'est vrai, tu as mis du temps. » Chapitre 4. Les 4 haveurs venaient de s'allonger les uns au-dessus des autres, sur toute la montée du front de taille. Séparés par les planches accrochées qui retenaient le charbon abattu, ils occupaient chacun 4 mètres environ de la veine. Cette veine était si mince, épaisse, à peine en cet endroit de 50 cm, qu'il se trouvait là, comme aplati, entre le toit et le mur, se traînant des genoux et des coudes, ne pouvant se retourner sans se meurtrir les épaules. Il devait, pour attaquer la houille, rester couché sur le flanc, le cou tordu, les bras levés, et brandissant de pied la rivelaine, le pic à manche court. En bas, il y avait d'abord Zacharie, Levaque et Chaval, s'étageaient au-dessus, et tout en haut, enfin, était Maheu. Chacun avait le lit de schiste qu'il creusait à coups de rivelaine, puis il pratiquait 2 entailles verticales dans la couche. Il détachait le bloc en enfonçant un coin de fer à la partie supérieure. La houille était grasse. Le bloc se brisait, roulait en morceaux le long du ventre et des cuisses. Quand ces morceaux retenus par la planche s'étaient amassés sous eux, les haveurs disparaissaient, murés dans l'étroite fente. C'était Maheu qui souffrait le plus. En haut, la température montait jusqu'à 35 degrés. L'air ne circulait pas, l'étouffement à la longue devenait mortel. Il avait dû, pour voir clair, fixer sa lampe à un clou près de sa tête
et cette lampe qui chauffait son crâne achevait de lui brûler le sang. Mais son supplice s'aggravait surtout de l'humidité. La roche, au-dessus de lui, à quelques centimètres de son visage, ruisselait d'eau. De grosses gouttes continues et rapides tombant sur une sorte de rythme entêté, toujours à la même place. Il avait beau tordre le cou, renverser la nuque, elle battait sa face, s'écrasait, claquait sans relâche. Au bout d'un quart d'heure, il était trempé, couvert de sueur lui-même, fumant d'une chaude buée de lessive. Ce matin-là, une goutte, s'acharnant dans son œil, le faisait jurer. Il ne voulait pas lâcher son havage. Il donnait de grands coups qui le secouaient violemment entre les deux roches, ainsi qu'un puceron pris entre deux feuillets d'un livre sous la menace d'un aplatissement complet. Pas une parole n'était échangée. Ils tapaient tous, on n'entendait que ces coups irréguliers, voilés comme lointains. Leur bruit prenait une sonorité rauque, sans un écho dans l'air mort. Il semblait que les ténèbres fussent d'un noir inconnu, épaissi par les poussières volantes du charbon, alourdi par des gaz qui pesaient sur les yeux. Les mèches des lampes, sous leur chapeau de toile métallique, n'y mettaient que des pointes rougeâtres. On ne distinguait rien. La taille s'ouvrait, montait ainsi qu'une large cheminée plate et oblique où la suie de 10 hivers aurait amassé une nuit profonde. Des formes spectrales s'y agitaient. Des lueurs perdues laissaient entrevoir une rondeur de hanche. Un bras noueux, une tête violente, barbouillée comme pour un crime. Parfois, en se détachant, luisaient des blocs de houille, des pans, des arêtes, brusquement allumés d'un reflet de cristal. Et puis, tout retombait au noir. Les rivelaines tapaient à grands coups sourds. Il n'y avait plus que le halètement des poitrines, le grognement de gêne, de fatigue, sous la pesanteur de l'air et la pluie des sources. Zacharie, les bras mous d'une noce de la veille, lâcha vite la besogne en prétextant la nécessité de boiser, ce qui lui permettait de s'oublier à siffler doucement, les yeux vagues dans l'ombre. Derrière les haveurs, près de 3 mètres de la veine restait vide, sans qu'ils eussent encore pris la précaution de soutenir la roche, insoucieux du danger, avares de leur temps. « Et l'aristo » cria le jeune homme à Étienne. « Passe-moi du bois. » Étienne, qui apprenait de Catherine à manœuvrer sa pelle, dut monter des bois dans la taille. Il y en avait de la veille une petite provision. Chaque matin d'habitude, on les descendait tout coupés sur la mesure de la couche. « Dépêche-toi donc, sacrée flemme !» reprit Zacharie, en voyant le nouveau herscheur se hisser gauchement au milieu du charbon, les bras embarrassés de 4 morceaux de chêne. Il faisait avec son pic une entaille dans le toit, puis une autre dans le mur. Il y calait les 2 bouts du bois qui étayaient ainsi la roche. L'après-midi, les ouvriers de la coupe à terre prenaient les déblais laissés au fond de la galerie par les haveurs et remblayaient les tranchées exploitées de la veine où ils noyaient les bois en ne ménageant que la voie inférieure et la voie supérieure pour le roulage. Maheu cessa de geindre. Enfin, il avait détaché son bloc. Il essuya sur sa manche son visage ruisselant. Il s'inquiéta de ce que Zacharie était monté faire derrière lui. « Laisse donc ça, dit-il. Nous verrons après le déjeuner. Vaut mieux abattre, si nous voulons avoir notre compte, de berline. » « C'est que, répondit le jeune homme, eh bien ça baisse. Regarde, il y a une gerçure. J'ai peur que ça n'éboule. » Je vous propose d'en rester là pour le moment, mais on va se retrouver prochainement pour un dernier et ultime épisode de Germinal d'Émile Zola, la suite des aventures d'Étienne, de Catherine et de Chaval. Mais avant cela, n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux. On vous attend, je vous attends pour vos avis, vos commentaires, vos impressions, vos questions sur l'émission. C'est simple, ça s'affiche juste en bas de l'écran. Vous tapez #VBN et on vous répondra avec grand plaisir. D'ici là,
restez avec nous sur D8. Passez une très belle nuit pour ceux qui essayent de dormir ou une très belle journée pour ceux qui doivent aller travailler. À très bientôt sur D8.